Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit extraordinaire pour une histoire non moins exceptionnelle. On est à Cassis, sur la terrasse de la Villa Madi. J'essaie de vous planter le décor face à nous, la Méditerranée, mais à nos pieds, vraiment, à quelques mètres en contrebas. Le soleil réchauffe joliment ce début de printemps, la pierre de la petite digue semble conserver en elle la chaleur de tous les étés passés à voir plonger les enfants, les pêcheurs. Pas de doute, on est là dans un coin que je connais bien et que j'aime tant face à cette mer que j'ai observée toute mon enfance depuis Macalanque, à quelques kilomètres d'ici, à quelques pas de cette falaise mythique. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de celui qui a ajouté 3 étoiles à ce panorama. Vous le savez, on va découvrir l'histoire de Dimitri Droineau. Je me souviens de son sacre, justement, en mars 2022, et depuis, je songe à cet enregistrement. À l'origine, je ne le connais pas, je ne sais pas du tout qui je vais rencontrer, je ne connais pas son histoire, je sais juste que cette belle maison, il l'a hissée au sommet avec ses équipes bien sûr, mais avec sa compagne en premier lieu, sa femme Marielle, qui veille sur le temple. Sur table, ça donne au mois d'avril un tourteau immergé dans un brouet qui fleure la roche, le tout rafraîchi par les herbes, une sardine cuite au sel d'une mâche extraordinaire, touchée par le fumet d'une bonite déposée sur un siphon de pommes de terre d'une onctuosité à s'arrêter là. Le loup en écume imprime le ressac, le rouget s'alanguit sur une langue craquante. Bref, je peux pas vous faire le dessin de cette cuisine faite ainsi sur la mer, dense et élégante à la fois. Mais je comprends pourquoi elle plonge aussi intensément dans cet environnement, pourquoi il y a ici une subtilité et un frisson, pourquoi l'on a quelque part le sentiment d'une forme de verticalité, parce qu'en fait, il n'y a aucune déviation. L'itinéraire est net, on va droit, parce qu'il n'y a pas d'autre option, parce qu'il faut tracer comme le chef fend la garrigue en VTT. Moi c'est David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef et vous le savez, c'est le podcast qui aime aller à la racine pour savoir ce qui a nourri le geste justement. Ici, on sonde les histoires pour comprendre la cuisine et le récit qui suit respire l'engagement et la détermination. Et vous dites peut-être que c'est toujours le cas, et c'est vrai, mais là vous allez entendre un chef 3 étoiles raconter cette fois où il a claqué la porte de la cuisine gastronomique par épuisement, l'ulcère qu'il s'est fait à 20 ans parce qu'il voulait bien faire. Vous allez sentir cette pression que la cuisine impose parfois, que l'on met sur ses épaules, seul aussi quand on ne pense qu'excellence. Vous allez entendre comment on rentre adolescent dans un monde d'exigence et comment on peut tenir quand on ne se donne aucune autre option, quand on veut vivre au plus haut. Voici l'histoire de Dimitri Droineau. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé, depuis mes 16 ans, j'ai tout le temps vu une sorte d'évolution, aussi lente soit-elle, mais j'ai le sentiment actuellement que on prend encore en maturité, on se remet encore en question, et je pense que c'est important pour moi de me dire que rien n'est campé dans le temps en fait. Ma cuisine elle évolue en fonction du moment, des saisons, des équipes, de beaucoup de choses. Il y a tellement de facteurs qui font qu'à un moment donné, pour moi c'est hyper entraînant de me dire que je suis dans quelque chose qui n'est pas stabilisé et à l'arrêt. Donc je pense qu'elle évolue encore, et vous savez, j'ai toujours cette flamme en moi, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On parle de flamme, on parle de dynamique, on parle d'énergie finalement. Dans ce qu'elle raconte, dans ce que vous avez envie de traduire par votre cuisine, vous parleriez de quoi, de quel sujet, de quelle histoire finalement? Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs. La cuisine, pour moi, à mon sens, c'est des émotions du passé qui sont, c'est en 3 temps, qui sont conjuguées au présent, à l'instant présent, avec des fois une touche d'avant-gardisme. Tout ça, je mets toujours des guillemets parce qu'au final, c'est intemporel. La cuisine, c'est comme la musique. Donc c'est vrai que il y a le phénomène de territorialité de territoire, pardon, qui est très important à mes yeux. On doit être ambassadeur de l'endroit où on se trouve. Donc nous, on est dans un endroit qui est quand même très singulier. On est vraiment aux portes des Calanques, si on peut dire même dans les Calanques. Donc c'est vrai que tout ça, c'est l'histoire d'un Normand qui a épousé une Aveyronnaise sur la Méditerranée, qui s'est retrouvé dans une maison il y a 13 ans, qui était en difficulté
et qui a fait le grand saut, on va dire, avec une épouse enceinte. Donc après tout ça, en fait, ça vient se greffer à l'histoire et à finalement ce qu'on a à raconter au quotidien. Donc après, c'est à nous de mettre du relief et de l'accueil dans notre service avec beaucoup de bienveillance. Et dans la cuisine, on met aussi du relief et on essaie d'être cohérent avec l'endroit dans lequel on se trouve. À travers finalement notre histoire, tout ça, ça en découle. Bon, j'ai vraiment vu un chef qui a autant le sens du teaser. Alors remontons le fil de l'histoire, repartons au début justement pour la découvrir. Si vous devez décrire le début de l'aventure, de la vôtre, en tout cas votre enfance, vous décririez quel genre d'environnement, quel genre d'ambiance? L'ambiance, écoutez, une maman très proche avec un papa forcément aussi très proche. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Donc les valeurs finalement que ma mère et mon père prônaient autour de la table étaient très importantes parce que c'était un petit peu pour nous finalement le moment de la journée clé, c'est-à-dire que se retrouver à table, ma mère cuisinait et elle cuisine encore très bien si elle m'écoutait. Elle cuisine très bien et c'est vrai que nous beaucoup d'émotions sont passées par la table au final. Ils faisaient quoi vos parents? J'ai une maman qui était couturière et un papa peintre en bâtiment. Donc à travers tout ça, une éducation, écoutez, une bonne éducation à mon sens, parce que ça m'a donné des clés pour franchir pas mal d'étapes. Il y avait quoi? C'était quoi qu'est-ce que vous appelez une bonne éducation? C'est quoi les valeurs? Écoutez, c'est des valeurs, les clés d'un moment donné, de ce qu'on doit à un moment donné léguer à nos enfants, c'est-à-dire peut-être 7 ou 8 mots déjà pour commencer. Bonjour, merci, au revoir, désolé, je me suis trompé, bonjour. Toutes ces choses-là, la remise en question, l'envie de se dépasser aussi. Bon, moi, c'est vrai qu'à l'école, j'avais des résultats chaotiques, catastrophiques. C'était pas votre truc? Ça l'a jamais été. Et même encore maintenant, quand je vais à l'école pour mes enfants, je suis encore angoissé, quoi. Donc c'est ah ouais, non, moi je suis un répulsif à système éducatif. Donc c'est vrai que le système éducatif à travers l'école ne me plaisait pas, j'avais du mal. J'ai pas été diagnostiqué hyperactif, mais bon, on se fait pas trop d'idées. Ce serait aujourd'hui, ce serait bon. Ce serait soyez l'étiquette. Je serais signé et estampillé. Non, mais c'est vrai que je pense que je suis pas le seul cuisinier et pas le seul, de toute façon, pas le seul élève dans ces cas-là. Beaucoup. C'était quoi? C'est le truc trop statique? Ah bah oui, moi j'allais à l'école, c'était très très compliqué pour moi parce qu'au final, on va à l'école pour se dire on va rentrer dans un hôtel avec un buffet géant, avec plein de choses à manger, mais il faut s'avaler 5 kilos de gélatine avant d'attaquer le foie gras, quoi. Et c'est vrai que ces choses-là, on a du mal. Moi, ma sœur, en contrepartie, à côté, elle avait les résultats de fou. Pas de problème avec la gélatine. Pas de problème avec la gélatine, elle pouvait encore en avaler 10 kilos. Et c'est vrai que moi, je pouvais pas. J'avais du mal avec ce système, finalement, très. Dès que vous étiez confronté dans le temps présent, vous vous disiez, mais ça me... En fait, même maintenant, en fait, dès que quelque chose s'impose à moi, je n'y arrive pas. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est un peu ça. Alors écoutez, je dois être un petit peu rebelle. Je suis pas négatif, je suis pas dans la contradiction, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les choses. Voilà, si ça me botte pas, j'y arrive pas, quoi. Ça a toujours plus ou moins été. Alors l'école, quand on vous file des pelles et des pelles à manger de nouvelles guerres économiques de la Russie en 1921 et toutes ces choses-là, j'y arrivais pas à avaler ça. Donc je me suis automatiquement dirigé vers ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire manger, quoi. Mais alors comment ça s'est fait? Comment justement à cet âge où on est plein de représentations et puis on nous demande souvent ce qu'on doit faire quand on est petit, même dès le plus jeune âge, parfois il y a toujours quelqu'un pour nous dire mais alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Vous, à partir de quand vous vous êtes dit tiens, peut-être que là il y a une voie? Est-ce que vous en avez pensé à plusieurs ou est-ce que, comme vous le disiez, le fait de bien aimer manger vous a orienté vers la cuisine rapidement? Rapidement, je dirais pas forcément. Petit, je voulais être policier. J'ai même voulu faire avocat. Puis quand je me suis rendu compte des études, je dis mais en fait ça va pas du tout. J'y arriverai pas. Journaliste. Et à un moment donné, en 4e, c'est vraiment une bonne chose. Ils organisaient des stages d'observation à l'école. Je crois que c'est toujours l'actualité. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit en 5e ou au 4e, je vais faire de la cuisine au final parce que qu'est-ce que j'aimais pas faire grand chose à part le sport et le dessin. Il y avait que ça. Mais pas facile à l'époque d'envisager ça quand même parce que la cuisine c'est pas ce que c'était aujourd'hui, quoi. Il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était pas du tout aussi glamour. Non. Que ça l'est aujourd'hui, quoi. Ça l'est pas toujours glamour, hein. On a quand même dans notre métier des petits moments clés, le service, le coup de feu, ces choses-là. Mais il y a 30 ans,
Mais en termes d'image, je veux dire, il y a 30 ans, bah. quand on se lançait en cuisine, c'était parce qu'on nous disait, bon, t'es gentil, tu sais pas faire autre chose, tu vas être cuistot, quoi. Ça. Malheureusement, ça a toujours été, et ça l'est des fois encore malheureusement, une voie de garage. Alors que dans tout métier exercé, vous savez, comme dans mécanique, hein, il y a le mécano, il y a le mécanicien. Il y a celui qui va réparer les Formule 1 et celui qui va réparer la 4L à tonton, quoi. Donc nous, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de tomber dans de bonnes mains. Un maître d'apprentissage en Normandie qui s'appelait Michel Canet, qui avait parcouru les plus belles maisons à travers l'Europe, qui avait avec un CAP de pâtissier finalement quasiment touché les sommets en termes d'apprentissage. C'est un monsieur à la fin qui parlait 4 langues certifiées, qui avait fait les plus beaux hôtels de Monaco, de Sabatini à Florence, il avait fait le Bristol en Allemagne, il a fait le Savoy à Londres. Lui, c'était un mécanicien, pour le coup. Lui, c'était vraiment un mécanicien hors pair. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui faisait un bon 120, 130 kilos, avec une veste immaculée de blanc. Il faisait tout un service sans se mettre une tache sur la veste, et après, il allait en salle. Tous les gestes étaient d'une précision déconcertante. Et c'est vrai que ce monsieur, il m'a fait voir les photos de tout ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que à l'époque, je veux dire, dans les années 60, 70, il y avait quand même, il y avait déjà de la gastronomie. La gastronomie était déjà installée et c'était beaucoup plus sacerdotal encore. Donc, c'est vrai que moi, je suis passé par cette voie de l'apprentissage chez lui pendant 2 ans où, honnêtement, j'en ai bavé. J'ai vécu une deuxième éducation. C'est-à-dire que, bon, à l'école, j'étais, pas tous les week-ends, mais quasiment tout le temps collé. Tous les samedis, j'avais le droit de copier mes articles des droits de l'homme jusqu'à 32. Et bon, au final, quand ça s'est imposé à moi de trouver quelque chose, je me suis dit je vais faire de la cuisine parce qu'au final ce monsieur m'avait beaucoup plu en stage d'observation. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous avait parlé, vous pensez, dans cette histoire? Parce que vous le dites déjà, là, la cuisine à cette époque-là, c'est pas une mince affaire, c'est des conditions de travail qui sont encore plus dures que celles qu'elles sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, c'est peut-être pour moi? L'école, ça n'allait pas, donc je m'étais dit, c'est vrai que dans l'environnement, bon, mes parents, c'était pas ça, mais tout le monde disait, bon, il faut un bac pour y arriver dans la vie, il faut un bac, il faut absolument un bac à tout prix. Et moi, je me disais, c'est pas possible, quoi. J'ai eu mon brevet à un point près. Bon, bref, j'ai cru en lui et finalement, c'est avéré j'avais raison parce que moi, je me voyais faire peut-être cuisinier sur des bateaux, des choses comme ça. Et lui, à la fin, il m'a dit non. Déjà, j'étais le seul apprenti en 11 ans à avoir terminé mon contrat d'apprentissage parce que tous abandonnaient. Ouais. Et moi, il s'est pointé un 12 juillet 98 avec un post-it marqué la Tour d'Argent, 1er septembre de 8h30. Il m'a dit voilà, dans 1 mois et demi, tu commences là. Et juillet 98, on se souvient, notre génération s'en souvient. On s'en souvient, ouais. Je suis pas très football, mais je m'en souviens. Ouais, il y avait une ambiance. C'est vrai que... Mais vous, il y avait un double événement pour le coup. Rien, ça. Oui, rien que ça. Ce jour-là, je me suis dit, là, maintenant, il y a deux possibilités. Et je me suis dit, si j'abandonne, finalement, il me reste quoi? J'ai envie de faire rien d'autre, quoi. Moi, ça commençait à me passionner, donc je me retrouve à la Tour d'Argent en 98, le 1er septembre. J'étais jamais allé à Paris, donc l'appartement 13 mètres carrés, boulevard de l'Hôpital, à côté du métro aérien. Enfin, la bonne totale, quoi. Le truc où on se dit, voilà, choc des cultures. Mmh. Et je me suis dit, j'abandonne pas. Ça, c'est une des valeurs que mes parents m'ont donné. À un moment donné, c'est vrai que l'école. Je me suis raccroché aux branches et là je me suis dit je vais aussi me raccrocher parce que en plus là ça me plaît. Donc j'ai commencé dans des grosses brigades et écoutez, après la Tour d'Argent, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Vous allez nous raconter ce bonhomme de chemin, mais pour qu'on comprenne justement le step, parce que c'est toujours un step de partir d'aller à Paris. Est-ce que en rétro-pédalant, vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faisiez, l'ambiance, l'environnement, la région dans laquelle vous avez passé toutes ces années-là avant justement de quitter pour aller travailler? Une maison jumelée, une petite sœur, un papa et une maman qui travaillent, beaucoup d'activités sportives parce que c'est vrai que moi j'étais vraiment diagnostiqué, pas diagnostiqué, mais tout le monde se disait il est hyperactif et faut l'occuper. À l'époque, les médecins ils disaient aux parents faut lui donner des petites boules roses, des trucs comme ça, des médicaments. Ma mère s'est complètement opposée, donc elle m'a branché. J'ai fait à peu près 9 ans d'arts martiaux, 4 ans de basket, de la natation. Je faisais 2-3 sports en même temps pour me canaliser parce que je j'arrivais pas à tenir en place. Donc c'est vrai que elle était pas inquiète, mais elle a toujours fait dans le sens de ses enfants, quoi. À côté de ça, c'est vrai c'est vrai que si j'avais pas eu une mère ou un père comme j'ai eu, je me dis, je serais peut-être parti dans le décor. Donc c'est vrai que ces valeurs qu'elle prenait sur justement les activités sportives, les leçons, elle lâchait pas, c'était très 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 dur.
Et finalement, la cuisine, tous les mercredis, elle cuisinait pour nous des desserts, des machins. Le week-end, c'est pareil. On avait des invités, on avait de la famille tous les week-ends à la maison. Le matin, elle se levait à 6h pour cuisiner pour les gens. Ah ouais. Donc nous, on l'accompagnait. Enfin, une mère un peu dingue de boulot aussi. Donc c'est vrai que à partir de 6-7 ans, on savait déjà faire une tarte aux pommes, faire un sauté de veau, un bourguignon. Bon, elle nous accompagnait à côté, mais ouais. Un jour, elle était arrivée. J'étais en CE1. J'étais revenu de l'école et il y avait personne à la maison. Ils arrivaient vers 12h15, 12h20. Et comme on ne mangeait jamais de ça, j'ai démarré des frites avec un steak, une bavette. Donc la friteuse, éplucher des pommes de terre pendant la semaine. Mon père arrive, il fait pas du tout gaffe que ma mère avait un léger retard. Il se met à table et là ma mère arrive après et me dit mais c'est toi qui as fait les frites et tout. J'avais 9 ans par là, un truc comme ça. Ah c'est drôle. J'avais démarré des frites avec une bavette parce que ma mère détestait les frites. L'odeur des frites de la friture, elle aimait pas. Donc moi j'avais fait les frites et j'étais revenu après. Bon, c'est vrai que ça les avait fait rire, mais ils avaient eu très peur. Enfin un gamin de 9 ans avec une friteuse. Ouais, qui manipule une huile. Ouais, voilà, et j'avais sorti des frites avec une bavette. Peut-être pas mal quand même. Plutôt pas mal. Non mais c'est un souvenir quand même quand on a cet âge-là d'indépendance. C'est moi qui l'ai fait. Je me rappelle de la fierté de mes parents. Bon, en même temps, je me rappelle surtout de la peur. Ouais, moitié fierté, moitié inquiétude. Et c'est vrai que cette fierté, je la retrouvais tous les week-ends quand la famille venait. Ma mère, elle était en cuisine. Nous, on portait les plats avec ma sœur. On apportait ça à table. Et je me rappelle toujours cette satisfaction. Les gens qui regardent. À table, pour moi, on pouvait avoir que des moments de joie. En fait. Donc je me suis dit, finalement, si on a un peu d'empathie, on peut en faire son métier. Se dire procurer du plaisir aux gens, pour moi en tout cas, même encore à l'heure actuelle, ça me touche. Ouais, ça reste un moteur. Ça reste un moteur. Enfin, notre métier, il est quand même assez spécial. On fait quand même des heures, on a des journées pour procurer du plaisir à des gens qu'on voit pas. Donc moi, je les vois. Les gens, parce que je fais mon tour de salle, mais mes cuisiniers, eux, le voient pas. Donc c'est vrai que ce métier, j'ai beaucoup de respect pour tous les restaurateurs. À chaque fois, et ça, c'est une chose qui me restera à vie en tête. C'est ces moments où j'apportais la langue de veau sauce piquante, des sautés de veau à table et des choses comme ça, et voir les gens se régaler. C'est ce que j'allais vous demander. C'est une cuisine qui est plutôt tradie. Vous décrivez des plats qui sont ancrés, qui sont des plats phares du patrimoine gastronomique français. Ah oui, c'était surtout des plats en sauce quand même. Faut dire les choses comme elles le sont. Ma mère, c'était des plats en sauce. Après, elle faisait un menu dégustation quoi. Ah ouais. Ça commençait avec un saumon sauce aurore ou à l'oseille. Derrière, il y avait des crudités. Après, il y avait une langue de veau à la sauce piquante. Après, il y avait un sauté de veau. Après, il y avait une volaille. Enfin, c'était des repas. C'est pas commun quand même. Hein. Ah non, mais chez ma mère, elle s'est calmée, mais elle cuisinait énormément. Les desserts derrière, tarte aux pommes, cake, marbré au chocolat. Donc tout ça, nous l'a transmis. Donc des longues tablées aussi, des temps de repas assez longs forcément. Ah bah oui, ça commençait à midi, ça finissait à 17h. Et à 17h, après, il y a l'envers du décor, quoi. La vaisselle, débarrasser la table et tout ça. Et ma mère passait ses week-ends à faire ça, quoi. C'est quoi qui l'animait, vous pensez? Le fait de réunir? Écoutez, j'ai une maman qui... c'est un trésor. Enfin, elle vient de la DAS. Et elle a une éducation, une bonne éducation, mais à la dure, quoi, dans des fermes et tout. Et elle a été éduquée très petite au final à faire des tablés pour les ouvriers, à faire à manger pour les gens. Elle en a pas fait son métier, parce que c'était pas avant. Visiblement pour eux, ils avaient pas accès à tout. Hein. Mais c'est son truc. Voilà, c'est son truc. Je la voyais travailler. Elle se tapait sa semaine de travail avec les leçons, le linge, tous ces trucs-là. Et le samedi, elle se levait à 7h. Le dimanche, elle se levait à 6h. Enfin, elle arrêtait pas. Elle finissait le dimanche soir à 20h à nous coucher. Elle finissait la vaisselle et elle rattaquait la semaine. Une dingue de boulot, mon père y compris, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a des valeurs. Moi, ma petite sœur, enfin 1 an de moins, elle a cuisiné avant moi même. Elle savait faire des galettes des rois. Mais avec le feuilletage maison et tout. Ah bon? Ouais, à 8-9 ans, elle faisait ça avec ma mère. Elle faisait la pâte feuilletée? Ouais. Donc, alors, pas aussi rigoureusement qu'on peut la faire dans notre restaurant, bien mais sûr. Elle faisait une pâte feuilletée. Mais c'est du boulot. Mais c'est un boulot de malade. Et moi, j'étais un peu feignant quand même. Je voyais ça, je dis, oh là là, trop de travail. Donc, moi, j'aimais bien servir au final. Ouais. J'aimais bien aller apporter quand c'était fait. Et après, l'orgueil d'un garçon fait qu'on se dit, c'est un peu moins, ouais. Puis, faut ça soit aussi un petit peu moins. Ouais.
Donc voilà, d'où l'idée de vers 13-14 ans de m'orienter vers la cuisine sur un stage et de se dire je vais rentrer vers cette voie-là parce qu'au final là où j'étais le meilleur en classe, c'était en dessin. Donc j'arrivais vraiment à faire quelque chose de mes mains, je dessinais beaucoup. Je faisais de la guitare déjà petit à 10 ans, j'ai commencé un peu la guitare. Donc j'avais une certaine agilité, on va dire avec ça et après écoutez, l'orgueil a fait un peu le reste. Parce qu'il a fallu traverser cette période de 2 ans d'apprentissage qui a été hyper difficile ça. Ouais, hyper difficile. La réalité d'un métier à cet âge-là. Ouais. Là, puis l'apprentissage avant, c'était 5 jours par mois d'école. Et le week-end, on arrêtait, moi je retournais bosser quoi. Mais ça s'imposait pas à moi en fait. Ouais. C'est quelque chose qui m'a canalisé ce métier vraiment. Je me suis noyé là-dedans. C'est vrai qu'à partir de 16 ans, j'ai tout arrêté, sport, guitare, tout le reste, et je me suis immergé dans mon métier. Ah ouais. J'ai appris un peu tout ça il y a 5-6 ans. Où j'en suis? Où je suis là, j'ai relevé la tête. Et donc il y a eu ce post-it. Et donc il y a eu Paris. Ouais. Quel effet ça fait quand on arrive? Est-ce que vous avez conscience de l'endroit où vous arrivez? Parce que maintenant il y a des classements, maintenant il y a des 50 best, maintenant il y a des choses comme ça. Néanmoins, avant même tout ça, quand même, quand on parlait d'un des restaurants les plus prestigieux du monde, la Tour d'Argent, c'était le nom qui tombait le plus souvent en France en tout cas. Est-ce que vous en aviez conscience quand vous y êtes arrivé? Oui, parce qu'en fait, à partir de 16 ans, je me suis abonné à des revues culinaires. Avant, on n'avait pas Internet. Donc au final, on pouvait se renseigner qu'avec des revues. S'il y a un truc qui passait à la télé, c'était au final banco pour nous. Mais c'est vrai que je m'étais abonné à il y a Turiès, le Coq Saint-Honoré, tous ces trucs-là. Et je voyais les trucs de la Tour d'Argent. Et paradoxalement, 2 mois avant le post-it, je reçois une revue où ça parlait de la Tour d'Argent justement. Et c'est la Tour d'Argent, l'une des plus grandes caves au monde. C'était 450 000 bouteilles, 2 étoiles Michelin parce qu'ils venaient de perdre la 3e étoile. Mais ça restait quand même un établissement mythique. C'est prestigieux, parce qu'il y a eu des grands moments de cuisine un peu down où c'était plus du tout la mode et tout, mais ça a toujours eu un prestige incroyable. Mais il y a toujours la Tour d'Argent, ça restera la Tour d'Argent. De toute façon, je veux dire, quand on est dans cette salle de restaurant en face Notre-Dame, il y a dans un restaurant, de toute façon, il y a toujours, je pense, des up et des down, comme vous dites, mais il y a ça restera quand même. Ils travailleront toujours. Ouais, c'est mythique. Il y a une histoire. Il y a une histoire. De toute façon, c'est ancré dans Paris. Je vous dis, ça a été créé en 1592, je crois, ou un truc comme ça, avant 1600, quoi. Donc, après, écoutez, je suis rentré dans cette maison et c'est vrai que là, grosse claque, quoi. Hyper impressionnant, non? Ouais, on passe de 2 cuisiniers à une vingtaine, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'avec tout de suite une philosophie à l'époque où on était rentré à 5 commis. Et le sous-chef, à l'époque, nous avait dit, soyez forts parce que dans 15 jours, il y en aura plus que 2. Donc, avant, c'était vraiment c'était facile. Le recrutement, ça se passait pas comme maintenant. Enfin, on vous le met dans les mains. Ça va écrémer, les gars, je vais choisir, battez-vous. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on parle de ça, c'est complètement lunaire, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Comment on se dit, vous qui débarquez, vous découvrez tout aussi. C'est aussi ça, c'est découvrir Paris, l'indépendance, la petite chambre de bonne, l'adresse de prestige. Ça fait beaucoup quand même. Ah ouais. Et quand en plus on vous dit, les mecs, il va falloir s'accrocher parce qu'il y en a la moitié ou les 2 tiers là de votre petit groupe qui va dégager. On se dit quoi en fait? Je veux pas rater. En fait, je me dis, par rapport à mes parents, ils avaient tout fait pour, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé à Paris. Moi, j'aurais été perdu sans mes parents. À 16 ans, on est encore un gamin. Enfin, je veux dire, à 17 ans pour. Donc, mais on se dit, comment on fait, comment on fait pour rester? On se sublime. On se sublime. Attendez, on se sublime. On force tellement que moi, j'en ai décroché un ulcère à 20 ans, mais. On se lève le matin, c'est vrai que waouh quoi. Enfin, c'est boulevard de l'hôpital quoi. 7h30, 8h, boulevard de l'hôpital. On arrive, ça klaxonne de partout. C'est plus violent que le petit village de 7000 habitants en Normandie. Donc, je me suis noyé dans le travail. Je me suis dit, c'est ma chance dans ma vie, c'est ça en fait. Ça passera par là. Je me voyais pas faire autre chose. Et je me suis dit, mes parents m'ont pas éduqué pour être un assisté. Donc ils m'ont toujours expliqué que de toute façon faut se battre.